On va utiliser ça? Oui, j'imagine. Alors, mon co-auteur Philippe m'a dit qu'impérativement, je dois commencer en français parce qu'on est au Québec, donc c'est très important. Mais malheureusement, je parle en français un peu cassé avec un accent italien très très fort. Donc, si ça marche pour tout le monde, je vais continuer en anglais, que c'est un peu plus simple pour moi. So we've been working on this project with Philippe for quite some time, and the very first iteration of this work has ended up in IRES, for Chronique de l'IRES, for a special issue. We have now an upcoming chapter and hopefully also an academic article that we yet have to start, but perhaps it's going to be interesting to have your input on it. So what we're trying to understand it really is what the European trade union movement at the European level, so really the Confederation, has done in terms of climate change and what their interests have been over time. So the first slide, I think we can actually skip it. We had so many presentations on this. That's an affirmative answer. Trade unions are actually interested in environmental concerns. And we also know that they have been interested in these issues for decades. The very concept of just transition belonged to the trade unions. And since the 1990s in Europe, but not only and beyond, unions have embedded environmental concerns in their mandate. And this is because climate change really is drastically changing the world of work. So inevitably, this broadens a range of issues that trade unions have to take on as part of their mandate. But this is not an easy task, and I think we've seen it also in Valeria's and Jane's presentation, because really they're at the center of trying to reconcile employment objectives and environmental imperatives. So for those of you that perhaps aren't too familiar with the European context, we're looking at the ETUC, that is a confederation of trade unions. They represent 45 million members, 93 trade union organizations, and also then 10 sectoral federations. So this is a public service union, agri-food and tourism, metal workers, transports, woodworkers and builders, and many others. I just put a few logos for you just to have a flavor. So the difficulty at a confederal level is to try and keep together very different interests. And the cleavages that we find are both geographical, because the interest between North and South, East and West, and we can also add regional, local, urban areas are very, very different. And that at the sectoral level, because public service union and metal worker unions are not going to have the same sort of sensitivities and interests as well. So what we've done is we've conducted a series of interviews and we've dug through a bunch of archival material that we were very lucky because the ETUI stores all of these documents from the ETUC. And the first time that climate concerns do enter in the discourse and narrative of the European Trade Union Confederation is dated back to 1991 in the Luxembourg Congress. But actually, it isn't up until the beginning of the new millennium in which we really see that the issue does start to pick up. And here, we argue that actually individuals play a huge role in making sure that the issues got brought forward to the front. So with John Monks as a Secretary General, this topic really started to emerge in internal discussion, and also with the Confederal Secretary from France, from CGT, Joël Decaillon, and then many others after them. So we find three distinct phases. Between 2000 and 2009, it's really trying to understand what climate change is, trying to define what just transitions means at a European level. Between 2009 and 2014, more cautious, because it's a time of austerity, of deregulation, and so the climate concerns take a backseat. And then from 2015 to present day, there is a gradual return of environmental concerns, but with some caveats, and we're going to get back to this in a second. I won't go through the list because I think otherwise it's a bit dense. But just to give you a flavor, just transition really emerges in policy documents. It's defined by the ETUC. And what is quite interesting, at least in my opinion, is this, oh, my clicker stopped working, I'm sorry. The Spring Alliance of 2009. It's the first time that ETUC builds bridges with new actors that are not usually parts of the constituents of the trade union. So it's social and environmental NGOs. So Social Platform, Concord, the EEB, and ETUC join forces and
their policy documents and letters and little manifestos put forward what the future EU objectives that were later on in Europe 2020 strategy are in terms of environmental concerns and climate change. 2009, 2014, we already said that climate takes a bit of a backseat, but it's not entirely forgotten, because in this period also you have COP in Cancun in 2010, 2011 Rio +20 resolution, and also climate concerns are then weaved in the manifesto in Athens as well. So it's there perhaps taking a bit of a backseat. And obviously the big international and global events, so the COP, etc., are usually done in joint forces with the trade unions at the international level as well. And this is certainly the case for COP in Paris in 2015. And this was a big moment for the trade union world, for both the ITUC and ETUC, because just transition made its way in the final agreement. And multiple sources have revealed that the recognition of just transition was really because the trade unions have pushed for this to be integrated in the text so forcefully. 2019, 2022, it's a bit of a mixed bag because just transition becomes very important in the European debate. It gains a huge amount of traction, but obviously the ETUC is trying to lobby the European Commission and the European Parliament, so it's not an easy game. And just transition, we've seen quite a few presentations on this. They mean very different things to very different individuals and actors. So obviously here it was a bit of a balancing and negotiating act. But it's also the first time in which the ETUC, so the trade unions at a confederal level, at a European level, try and get interested in new notions, such as well-being indicator beyond GDP. And this was not only inserted in the Congress manifesto in Berlin of 2023, but also the ETUC was part of this post-growth conference at the European Parliament. Perhaps Philippe can say a few words. He always says that it was the Woodstock of post-growth at a European level, but it's the first time in which the General Secretary of the ETUC takes the stage and is really open to new ideas and new notions. And although climate doesn't have a dedicated chapter in the Congress Manifesto in 2023, this per se, I think, is quite an interesting element. And very recently in June, the EXCO, that is basically a big meeting that the ETUC has quite a few times a year, and they invite, well, they don't invite, they actually need to have all of the affiliates present in the room, and they put forward some resolutions, some mandates that they would like to put forward through the EXCO, and all of the affiliates have voted to push forward for a just transition directive. And this is quite interesting because we know that there are certain unions that perhaps are not so open to climate change and environmental concerns. But even the most reluctant, such as, for example, Solidarność from Poland, they voted in favor for the ETUC to lobby for a just transition directive. Then obviously the devil is in the details. Perhaps they're going to have a very different opinion of what has to be put in the directive, but this per se is quite interesting. Of course, though, the tune has changed in Europe. So is there going to be political appetite for a just transition directive beyond the ETUC? This yet has to be seen. Do I still have a little bit of time? Oh, fantastic. So what we're trying to develop now, but it is quite still at a very rudimentary level, let's say, is to try and map the sectoral interests at the European level. So we're using a very similar frame to what Vincent and Camille presented on day one. We're only looking at the world of work of trade unions. And we see that if we use Thomas and Dorfinger's distinction of preferences, there is not a single sectoral federation at the European level that is blocking, that is in opposition of climate concerns and weaving in the climate agenda. But of course, the sensitivities are very, very different. And this goes back, I think, to the cleavages of one of the very first slides, because the interests are so different. Obviously, for a public sector union, decarbonizing the world of work means something that is so very different in terms of both interests of members, of exposure, let's say. And for example, EPSO, the Public Service Union, has been much more at the forefront of pushing for beyond GDP indicators, well-being, post-growth and degrowth compared to
to other sectoral unions. So just to round things up, and maybe Philippe would like to say a few extra words, I'm not sure. So from the 1990s to the early 2010s, it's really the first steps in trying to define what just transition is, and for the ETUC, and it emerges in the policy documents for the first time. From 2015 to 2009, sorry, to 2015, the financial crisis, but still there is some work that is done on a European level on just transition. But post 2015, the ETUC does reinvigorate environmental efforts. But yes, of course, then we have to see what is yet to come. And the difficulty, obviously, of a confederation that needs to put together the interest of so many different actors and so many different national ideological sensitivities. That's it. Bonjour à toutes et à tous. Moi, comme je suis française, je vais parler en français. J'espère qu'il y a bien la traduction pour les anglophones. Je vais vous présenter une recherche que je conduis en France sur l'émergence d'une nouvelle proposition organisationnelle syndicale autour de l'écologie syndicale. Et donc, j'essaye d'analyser la manière dont se développe, à côté d'une écologie politique, une possible écologie syndicale. Cette nouvelle proposition syndicale, c'est un nouveau syndicat qui a été créé il y a 4 ans et qui s'appelle le Printemps écologique. Donc, vous voyez les drapeaux verts qui sont donc leur emblème. Donc là, c'est pendant les manifestations contre la réforme des retraites en France. Et donc, qui pose, à mon sens, plusieurs énigmes et plusieurs enjeux. D'abord, 2 énigmes. Ah oui, il y a un écho. Je continue quand même. Non, Ouais. c'est bon. Merci. Ok. Donc d'abord, 2 énigmes. La première énigme, c'est le choix de la structure syndicale, alors que dans les mobilisations écologistes, jusque-là en France, le travail était vraiment le grand absent des débats, à la fois dans les médias, mais aussi dans l'action publique. Et malgré une saturation de l'espace syndical, puisque vous savez, la France est connue pour un fort éparpillement des organisations syndicales, avec 8 organisations syndicales nationales. Deuxième énigme autour du choix du répertoire d'action, puisque il y a en France des marges de manœuvre assez étroites pour les organisations syndicales en entreprise, par le dialogue social et la négociation d'entreprise, de gagner effectivement, d'avoir des gains. Notamment sur les enjeux de redirection écologique. Voilà, ça paraît vraiment très ambitieux. Donc, ça m'a conduit à me poser 2 questions. D'abord, les conditions de l'émergence d'une écologie syndicale, donc à côté de cette écologie politique. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, des jeunes salariés s'intéressent à l'entreprise et le constituent comme un espace de mobilisation écologiste? Et puis les conditions du maintien dans cette écologie syndicale plutôt que du désengagement militant, sachant que donc, le choix du répertoire d'action n'est pas tout à fait, a priori, approprié aux enjeux de redirection écologique. Alors, pour conduire cette recherche, j'ai donc fait des entretiens avec les militants et les militantes du Printemps écologique, donc de cette organisation syndicale. J'ai conduit des observations, des moments de sociabilité, puisqu'il y a énormément d'espaces dans lesquels se rencontrent les membres. Et puis, j'ai conduit un questionnaire qui a été adressé aux adhérents et aux adhérentes avec le concours des fondateurs de l'organisation syndicale.
Et donc, je présenterai ce cas en 3 temps. D'abord, j'essayerai de vous expliquer comment s'est montée cette organisation syndicale. Ensuite, qui y adhère et pourquoi, quels sont à la fois quel type de personnes et puis quels sont leurs intérêts à rejoindre cette organisation. Et puis, comment ils tiennent dans cette organisation. Ce sera mon 3e point. Je me rends compte que j'avais fait ce diaporama en anglais et que je vous projette en français. Je ne sais pas pourquoi. Bon, voilà, c'est trop tard, c'est pas grave. Alors, premier temps sur la genèse de cette organisation syndicale. Donc, c'est vraiment une nouvelle proposition organisationnelle qui vient en fait de salariés qui sont engagés dans leurs entreprises dans des collectifs et qui mesurent en fait une forme d'urgence planétaire à réformer, donc à transformer la production, et qui font le constat finalement que les entreprises sont des entités politiques et polluantes. En France, on estime qu'à peu près la moitié des gaz à effet de serre sont produits par l'activité des entreprises, alors que on focalise beaucoup sur les pollutions et la carbonation des individus. Et donc, finalement, pour agir dans le sens d'une redirection écologique, on a besoin de travailler au sein des entreprises pour engager cette transition, avec une volonté donc de corporatisme vert, pour reprendre la typologie qu'on a présentée avec Vincent, c'est-à-dire du dialogue social dans l'entreprise pour transformer les organisations de l'intérieur. Et donc, il y a cette promotion d'une nouvelle organisation. Pourquoi d'une nouvelle organisation? Puisqu'il y a une critique très forte des organisations syndicales existantes qui seraient en fait davantage productivistes et ne parviendraient pas à prendre en charge concrètement ces questions dans l'entreprise. Qui sont ces individus? C'est des jeunes cadres parisiens qui ont monté cette organisation syndicale. Et en fait, ils bénéficient, évidemment, ils ne sont pas situés n'importe où dans l'espace social. Ils bénéficient à la fois donc d'un ensemble de capitaux. D'abord, un capital militant. La plupart sont passés par des associations environnementales ou par des collectifs dans les entreprises, auquel s'ajoute un capital entrepreneurial. Donc, ils sont beaucoup issus de formations qui les ont conduits à la gestion de projets, au montage de projets. Et ils montent cette organisation syndicale comme on monte une start-up. Et donc, le vocable de la start-up est beaucoup utilisé. Il y a vraiment cette idée qu'on se crée un emploi dans une start-up syndicale qui va porter donc ce projet de l'écologie syndicale. À cela s'ajoute encore un capital économique, puisque c'est des salariés qui sont en des moments de rupture de contrat. En France, quand on a des ruptures de contrat, on bénéficie d'allocations, d'une protection sociale qui est assez favorable et qui permet en fait de se lancer finalement dans la nouvelle aventure dans l'entrepreneuriat, en l'occurrence de l'entrepreneuriat syndical. Et puis un capital temporel qui est aussi nécessaire pour s'engager corps et âme dans le montage, la promotion de cette entreprise syndicale, de cette nouvelle organisation syndicale, donc par ces militants et militantes entrepreneurs, entrepreneuses. Donc ce syndicat, il a été monté il y a 4 ans et aujourd'hui, on s'est intéressé donc avec le concours des fondateurs et des fondatrices aux membres pour essayer de comprendre finalement qui porte intérêt à cette organisation. Alors, ce que l'on peut voir d'abord, c'est des adhérents qui ont un profil très spécifique. La première spécificité, c'est leur origine scientifique. Ça fait écho à plusieurs moments dans le colloque où on a envisagé les questions d'expertise dans l'action syndicale écologique, puisqu'il y a besoin de maîtriser des enjeux qui sont très techniques. Dans ce syndicat, a attiré en grande majorité des adhérents et des adhérentes qui sont diplômés, et plus particulièrement de maths, de physique, de sciences de l'environnement, et qui occupent aujourd'hui des métiers d'ingénieurs. Donc, ils se sentent légitimes à agir dans les entreprises pour sortir du statu quo autour des questions environnementales. Par ailleurs, contrairement à l'espoir d'un renouvellement syndical, où on pourrait espérer des nouvelles personnes qui n'auraient jamais milité ailleurs, on a plutôt des individus qui ont une assise militante préalable, c'est-à-dire qu'ils ont été soit dans une autre organisation syndicale avant,
soit dans une association environnementale, soit dans un parti politique d'écologie politique. Mais c'est très souvent des multi-engagés et pas des primo-engagés. Et puis, la rencontre de ces dispositions écologistes, elle arrive à un moment dans une carrière. Donc ça, quelque chose qui est très classique dans l'engagement syndical. On a des adhérents et des adhérentes qui ont des positions enviables sur le marché du travail. Ils sont fortement diplômés, ils sont titulaires de leur poste, la plupart du temps dans des secteurs qui recrutent beaucoup avec des tensions de main-d'œuvre. Donc, ils peuvent se permettre de prendre ce risque syndical, puisqu'ils pourront retrouver ailleurs des emplois de bonne qualité, bien rémunérés. Et donc, évidemment, ça permet de s'engager. Pourquoi est-ce qu'ils s'engagent? Il y a vraiment cette volonté partagée de peser dans les entreprises. Donc, contrairement aux autres organisations syndicales, on peut avoir des formes d'engagement davantage politiques. Là, c'est vraiment un engagement pragmatique, avec cette idée qu'on s'engage pour avoir un mandat dans l'entreprise. Donc, parmi les adhérents, la moitié ont des mandats dans des entreprises et ils se sont vraiment engagés au moment d'élections professionnelles, pour monter une section syndicale. C'est vraiment pour prendre un mandat qu'on passe le pas et qu'on entre dans ce syndicat. Cependant, ils font rapidement le constat que les institutions du dialogue social en France, dans les entreprises, ne permettent pas d'aborder les sujets de la redirection écologique. En général, ça va se réduire à des négociations de type marginaliste, c'est-à-dire qu'on va discuter, par exemple, de la mobilité ou avoir de la nourriture davantage locale, voilà, des choses qui sont marginales, mais la stratégie de l'entreprise vers la redirection, ça c'est extrêmement compliqué d'avoir accès à ce niveau-là dans les organisations du dialogue social en France. Et donc ça, c'est le deuxième paradoxe que j'évoquais en introduction. Ça pose question, pourquoi est-ce que finalement il y a une forme de décalage finalement entre ce pourquoi ils sont rentrés, prendre un mandat, agir sur la redirection, et finalement ce qu'ils constatent sur le terrain. Ce sera donc l'objet de ma dernière partie. Ils restent parce que ça leur permet de tenir au travail et de tenir en dehors du travail. D'abord, tenir au travail. C'est des salariés qui se retrouvent dans une forme de dissonance cognitive, dans un conflit éthique environnemental, c'est-à-dire qu'ils sont pris entre leurs valeurs écologistes personnelles et le sens de ce qu'ils produisent, qui est pour partie polluant, ou en tout cas qui ne fait pas sens dans un monde dans lequel on aurait une autre trajectoire de développement. Et finalement, cet engagement collectif, il leur permet de tenir, parce que même s'il ne permet pas d'aboutir concrètement à la redirection, il permet de se mettre en mouvement, de se mettre en action et de créer un espace de sociabilité dans l'entreprise pour porter ces enjeux-là. Par exemple, ils ne portent pas des augmentations salariales, ce qui est assez spécifique pour une organisation syndicale. Et à l'exception bien sûr des plus bas salaires, ils portent au contraire un gel des augmentations salariales, avec l'idée que dans un monde à plus 4 degrés, pour reprendre une des citations, ce dont on a besoin, ce n'est pas de plus d'argent pour consommer, c'est de plus de temps. Et donc, ils portent en fait une réduction du temps de travail plutôt qu'une augmentation des salaires et donc de la consommation et de la production qui va avec. Cet espace, il leur permet aussi de tenir en dehors du travail, puisque bien souvent, il y a des conséquences biographiques à leur engagement. Ils se retrouvent également en dissonance entre leurs valeurs écologistes et les valeurs qui sont portées dans leurs cercles familiaux et amicaux. Plus on s'engage dans l'écologie, plus il peut y avoir ces dissonances avec ses proches. Et là encore, ça permet en fait de créer un espace communautaire et affinitaire. Et dans les observations des moments de sociabilité, on voit bien qu'ils se retrouvent à la fois, bien sûr, pour porter une politique syndicale, mais aussi ils se retrouvent autour d'amitié pour pouvoir, en fait, c'est une forme finalement de safe space, d'espace de sécurité pour vivre son écologie à plein. Pour conclure, donc, quelles sont les conditions pour une écologie syndicale? C'était la question à laquelle cette enquête elle essaye de contribuer. Donc à la fois cette figure de militant entrepreneur
pour monter un syndicat comme on a monté une start-up. Et puis cette figure des adhérents experts qui bénéficient de l'espace syndical, d'une légitimité pour agir dans l'espace syndical et qui l'utilisent finalement comme un refuge pour tenir dans et hors le travail. Merci pour votre attention.